Sébastien, bonjour. Bonjour Lydia. On est content que tu sois encore avec nous. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'émission. Bien, en fait, parce qu'en janvier, on a recommencé la session le 30 ou le 31. Fait que c'est sûr que ça aurait ressemblé à l'émission beaucoup de décembre. Donc, on a laissé le temps de la rentrée se faire. Une rentrée qui a été très prenante. Généralement, une rentrée en politique, ça s'installe tranquillement. Là, on a vu beaucoup d'enjeux arriver à la surface très rapidement. On a repris le bain et la température de l'eau très rapidement cette année, effectivement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces enjeux? Bien, si je prends exemple l'affaire El Gawabi. Donc, la nouvelle responsable des liens entre les communautés puis la lutte à l'anti-islamophobie. C'est quelque chose dans lequel la création du poste était, somme toute, désirée par les comités pour travailler sur le vivre ensemble. Mais la façon dont Trudeau l'a fait, en créant un poste à une femme comme Amira El Gawabi, bien, ça a été très politisé comme approche. On n'est pas dans l'approche de mettre quelqu'un, il y a un pont à traverser, on veut faire un lien, tu mets quelqu'un qui est dans ses valeurs au milieu du pont, puis qui tend la main tant d'un côté que de l'autre, puis dit « Regarde, il faut travailler sur un vivre ensemble ». On a une femme qui s'est campée dans sa vie très d'un côté de la rivière. Elle a tenu des propos très durs envers les Québécois, s'approchant du Québec bashing, puis de dire les Québécois sont justement anti-musulmans. T'sais. Et ça, pour moi, dans mes valeurs, ça me choque évidemment, mais ça fait en sorte que le pont n'est pas facile à faire. Donc, ça a fait beaucoup l'actualité dans la première semaine. D'ailleurs, elle rentrait en poste officiellement plus récemment, mais l'ensemble des partis de l'Assemblée nationale a nommé que c'était une mauvaise recommandation. Le Bloc l'a rencontré, lui a expliqué d'où on vient au Québec. Que les signes religieux, c'est des choses qu'on a, nous, rejetées dans les années 60. Fait qu'on n'est pas contre une religion, mais pour une laïcité, donc opposé à des signes ostentatoires très visibles d'une religion qui pourraient avoir un impact dans les rapports d'autorité, par exemple. Mais, donc, ce qui représente la loi 21, essentiellement. Justin Trudeau, il savait très bien qu'en nommant une femme comme ça créerait une polarisation du dossier. Puis pour moi, c'est le contraire de l'esprit du vivre ensemble. Il faut arrêter de polariser puis politiser des dossiers comme ceux-là. Au contraire, il faut travailler à vivre ensemble, mais quand tu as quelqu'un qui est clairement d'un bord de la rivière, c'est difficile de dire tendez la main de l'autre côté de la rivière quand tu as traité ces gens-là de manquer d'ouverture d'esprit. Donc, c'est le genre de dossiers, effectivement, qui ont pris de la place en début de session et qui, pour moi, dans lequel on n'avance pas comme société quand on a à défendre l'intégrité de ce qu'on est puis qu'on est jugé à faire ça. Mais dans le coin de Toronto, c'est très payant, t'sais. Parce que pour eux, la loi 21, c'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû avoir, mais on ne s'intéresse pas à l'histoire du Québec, mais on va nous juger, par exemple. Ça, c'est plat. Puis, l'histoire des musulmans, est-ce que nous, on s'y intéresse? Comme je dis, l'approche, est-ce que c'est d'avoir une approche par rapport aux musulmans ou autre? Je pense qu'on doit avoir le même rapport égalitaire envers tous les êtres humains. Le choix qu'on a fait, c'est pas le choix du multiculturalisme. Le choix du multiculturalisme, que moi je regarde dans le reste du Canada, ça crée aussi une forme de ghettoisation. On travaille pas sur un vivre ensemble. L'exemple d'Amos, c'est fantastique, là. Ulrich Chérubin, qui est venu dans la communauté, qui s'est intégré, qui est devenu maire, je veux dire, pour moi, c'est l'exemple, le plus bel exemple d'intégration. Il n'y a pas de question de dire « Ah, ben non, il ne vient pas d'ici, on ne considérera pas. » Non, on travaille un vivre ensemble. On est une communauté en Abitibi-Témiscamingue et on en fait partie, qu'on soit musulman. Ce qui se passe dans un édifice religieux ou ce qui se passe à l'intérieur d'une maison, c'est pas de nos affaires. Mais quand on est en société, on peut-tu travailler à avoir une vie commune? C'est ça qui, moi, m'intéresse. T'sais. Puis souvent, les religions créent des clivages. Créer des communautés qui sont entre elles-mêmes et non dans une société commune et ouverte. Et moi, dans mes valeurs, c'est celles qui sont portées par le Québec, qui est l'interculturalisme. La présence d'un signe religieux n'est pas quelque chose de rassembleur. Ça appartient à l'individu et c'est correct. C'est là la réflexion, mais c'est un débat qui revient. Puis quand on a, après ça, le fédéral qui menace de nous empêcher d'utiliser la clause dérogatoire, donc c'est un débat qu'on a amené à la Chambre des communes, le Bloc québécois, parce que c'est une façon pour nous de défendre notre intégrité québécoise. Sinon, on peut se faire assimiler dans des valeurs qui sont différentes des nôtres. Et de temps en temps, de dire, regarde, nous, on veut protéger par une clause dérogatoire, empêcher le fédéral de venir nous empêcher de faire nos propres lois à notre image selon nos valeurs, c'est fondamental. Mais le Bloc veut protéger ça parce que le fédéral menace de jouer là-dedans.
Donc, si je comprends bien, le Bloc a appuyé la loi 21. La loi 21 est une loi du Québec. Puis pour moi, indépendamment, est-ce qu'on aime ou pas cette loi-là, c'est un choix de l'Assemblée nationale, voté par les Québécois. C'est pas au fédéral de dire d'un gouvernement à l'autre de dire non, votre loi n'est pas conforme. C'est aux Québécois de décider eux-mêmes. Sur le principe d'encadrer la laïcité, oui, le Bloc québécois porte la laïcité dans ses valeurs. Sur la loi 21, est-ce que je l'aurais fait différemment? J'aurais amené des bémols? C'est pas ça qui est important. C'est vraiment l'intégrité de nos décisions, de notre Assemblée nationale qui serait menacée par Ottawa dans des champs qui ne sont pas les leurs. Si on revient encore dans des choses qui ont été frappantes depuis le début de la session, les transferts en santé, ça fait des années que le besoin est exprimé. Que dans les années 60, chaque dollar qui était dépensé en santé au Québec, 50 cents venait d'Ottawa. Actuellement, c'est à 22. Donc, c'est beau de dire qu'on reçoit de la péréquation, puis mais on n'a pas notre juste part des programmes. Le fédéral se désengage, après ça, a beaucoup d'argent, parce qu'évidemment, il n'a plus à prendre sa part de la facture, puis il va mettre des conditions. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, évidemment, moi, je veux dire, qui est souverainiste, j'ai hâte qu'on ait tous nos outils. En attendant que ce soit le choix qu'on fasse, bien, il y a quand même des éléments de négociation qui sont difficiles. Quand je regarde ce qui se passe à Québec, quand on voit les nouvelles, que partout en région puis dans les autres régions, les hôpitaux débordent, qu'on n'est plus capable d'offrir des services de santé de qualité, qu'on voit le privé qui va prendre de plus en plus de services puis de places en santé, particulièrement dans les réseaux d'infirmières. Moi, ça me questionne dans mes valeurs énormément. J'aime qu'on ait un système public accessible et gratuit, et universel surtout. Bien, ça, c'est fragile. Pourquoi? Parce que le fédéral s'est désengagé. Est-ce qu'il peut contribuer? Ça, c'était tout l'enjeu des transferts en santé qui nous tenait à cœur. Le Québec et les provinces se sont entendus à l'unanimité pour un montant de 24 milliards de rattrapage qui amènerait ça à 35 %. Finalement, ce consensus-là n'a pas tenu dans un sommet qui a eu lieu en début février. Et le Québec se retrouve avec 1 milliard. Puis là, c'est à prendre ou à laisser. Nous, au fédéral, on n'en a pas d'intérêt. Donc, cette fermeture de la part d'Ottawa me questionne, mais me choque énormément. Parce que de l'autre côté, on voit des gens qui souffrent, puis particulièrement dans l'enjeu de la santé mentale, mais sur tous les services, des urgences et autres. On les connaît, là, les problématiques, hein, que Santerre a vécu des fermetures, l'obstétrique côté Témiscamingue, la difficulté à la SAR, comment aussi Amos joue un rôle tellement central dans le milieu hospitalier de la région. Il faut être capable d'avoir des solutions concrètes. Pour ça, ça prend de l'argent pour donner des moyens au système de fonctionner. Cet argent-là, qui est notre argent? À base, c'est notre argent qui vient de notre poche gauche, notre poche droite, c'est de l'argent des citoyens. Elle ne nous revient pas, elle vient avec des conditions. Fait que ça, moi, ça me choque. Puis là, c'était même pas avec des conditions. Là, jusqu'à date, elle ne revient pas. Sur les 6 milliards attendus pour le Québec, il y en a un seul qui est arrivé. Fait qu'évidemment, à Québec, OK, on va le prendre. Je comprends ça. Le résultat, c'est que c'est largement en dessous des attentes, puis ça ne répond pas aux besoins. Après ça, bien, qu'est-ce qui a été dans les négociations? Est-ce qu'ils ont promis des transferts en infrastructure pour compenser ça? Est-ce que c'est de payer pour certains services? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est triste ce qui est arrivé. Parce que les besoins sont énormes pour la population. Là, tu disais que c'est notre argent. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a des gens qui ne sont pas trop au courant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, à la base, c'est notre argent et non celui du fédéral? Dans le sens qu'on paye des impôts, on paye des taxes des impôts, autant les entreprises que ça. Puis pour moi, on ne reçoit pas notre juste part de ça. Les développements économiques, évidemment, le Canada en fait. Mais c'est toujours centré vers Toronto, vers l'industrie automobile ou vers l'industrie du pétrole. À un moment donné, un gouvernement doit faire des choix en fonction des intérêts de sa population, mais c'est très rarement ou jamais l'intérêt du Québec. La semaine dernière, à Ottawa, je rencontrais à nouveau l'industrie aérospatiale. Montréal et la grande région de Montréal, Longueuil, Laval et autres, sont un des seuls endroits dans le monde où tu es pratiquement capable de construire un avion de A à Z. On est un carrefour reconnu mondialement. Ottawa n'a jamais mis vraiment d'argent là-dedans. Ils l'ont fait avant une élection la dernière fois parce que, notamment, on a invité ces gens-là au comité de l'industrie. On a réclamé une politique nationale de l'aérospatiale. On a réclamé une vision à long terme aussi des choses. Ottawa répondait avec un chèque préélectoral, 400 millions, c'est important. Mais s'il y avait le même support pour l'industrie aérospatiale qui venait de la part du fédéral, puis qui est réclamé encore par l'industrie, comme je vous dis la semaine dernière, qui existe pour l'automobile dans le sud de l'Ontario ou pour le pétrole. Je veux dire, en ce moment, les compagnies pétrolières ont accès au même programme pratiquement de subvention. C'est juste que là, c'est pour décarboniser le pétrole. De rendre l'extraction du pétrole moins polluant. Ça reste quand même du pétrole. Moi, du pétrole vert, ça n'existe pas. C'est du pétrole pareil. Ça a peut-être moins de conséquences, mais ça reste quand même qu'on ne fait pas la transition
de l'électrification des transports, la transition énergétique. On n'est pas dans un mode de propulsion électrique. On reste encore à vouloir sauver une industrie qui relève d'un siècle passé. Puis quand on voit le Canada inviter ces gens-là, les grandes pétrolières, dans une COP, dans son pavillon, moi, je sens pas qu'on progresse. Je sens qu'on essaye de garder quelque chose qui appartient au passé, puis qui crée finalement probablement plus de mal que de bien à l'économie canadienne, là. Est-ce que tu as l'impression qu'on essaie d'acheter des votes auprès de l'Ouest du Canada? En ce moment, le Canada est tellement sclérosé et divisé. L'Ontario est très... vous probablement mélanger. S'il y a une campagne électorale, enfin, il y aura une campagne électorale éventuellement. C'est un gouvernement minoritaire. Moi, je ne l'attends pas avant la fin 2025, évidemment, puis j'espère qu'elle va arriver le plus tard possible. Mais c'est un gouvernement minoritaire. Je pense pas que les libéraux s'attendent à gagner quelque chose en Alberta, en Saskatchewan, très peu au Manitoba. Il y a des débats qui risquent d'avoir en Colombie-Britannique, mais la Colombie-Britannique, c'est une province plutôt progressiste, comme nous. Donc, le NPD est très présent. Les Verts ont des sièges en Colombie-Britannique, t'sais. Fait que ça, il y a peut-être un terrain là, mais c'est en Ontario que la bataille va se jouer. Même le Québec ne bougera pas beaucoup. On le voit à travers... tu sais, là, il y a peut-être une certaine montée des conservateurs parce que Poilievre est un nouveau chef et émerge et a un discours qui, somme toute, est différent de celui de Trudeau qui est un peu usé, là. Mais je pense pas que ça va bouger. Si les conservateurs montent un peu en Abitibi-Témiscamingue, on le voit par des sites Internet comme Canada 338, ça n'a pas d'impact nécessairement pour moi. Mais en même temps, moi, ça ne me changera pas. Moi, je suis quelqu'un qui vise à être authentique dans la vie puis fait la politique selon mes valeurs et je n'ai pas les valeurs des conservateurs. Particulièrement sur les plans environnementaux et autres. Mais c'est quoi là-dedans, cette dynamique-là? Je pense pas que l'Ouest va rester avec les conservateurs. La Colombie-Britannique et l'Ontario vont peut-être bouger, puis ça, c'est là que ça va être intéressant de le voir. Mais il n'y a pas tant d'achat de votes en étant sur le pétrole, mais ça a tellement d'impact sur l'économie canadienne. Si le dollar fluctue autant, bien, c'est notamment à cause de l'enjeu du pétrole. Donc, comment se rendre moins dépendant? Tu sais, quand je pense en ce moment dans l'inflation, la difficulté de nos producteurs agricoles de pouvoir avoir accès à un prix décent à leur carburant, bien ça, pour moi, Ottawa a raté une occasion. Parce que là, c'est la souveraineté alimentaire. C'est déjà difficile d'avoir la rentabilité de nos fermes. Si le prix est tellement plus cher qu'à la pompe, parce que des exigences sont demandées à nos agriculteurs, puis tu ne compenses pas à côté avec quelque chose comme, c'est des choses que j'ai nommées en chambre, un compte d'urgence, un peu comme on a eu pendant la pandémie, dans lequel on donne de l'argent, mais avec aussi une possibilité qu'il y en ait que ce soit une subvention directe. On te prête 40 000 pour pouvoir t'assurer de répondre aux besoins du contexte de l'inflation, puis des intrants, des grains, etc., qui ont explosé avec la guerre en Ukraine. Mais si tu nous rembourses 30 000, on va considérer que la facture est donnée. C'est la même chose qui s'est faite pendant la pandémie avec les comptes d'urgence. T'sais. Ça a été simple de le remettre en action en agriculture. Ce n'est pas des choix qui sont faits. Nos producteurs agricoles ont encore de la difficulté, là. J'aimerais passer à un autre sujet. Oui. Parce qu'on en a beaucoup, puis ça avance déjà beaucoup rapidement. Tu as fait une mission économique à Washington il y a 2 semaines environ. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc, un peu comme je suis allé au Japon puis en Corée au mois de novembre. Donc, c'était avec le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Et dans le contexte, c'est une mission qui, aux États-Unis, allait à valoriser le rôle des minéraux critiques stratégiques, mais aussi dans un contexte de la défense. La ministre de la Défense, Mme Anita Anand, était aussi du voyage. Donc, on a parlé de sécurité des données, là, sur tout l'aspect de l'Internet et tout, mais un des gros volets, c'était l'approvisionnement en minéraux critiques stratégiques, particulièrement pour la défense, mais en général. Et moi qui est allé à Washington il y a 15 mois, à ce moment-là, c'était avec la ministre du Commerce international, la ministre Ng. On était au début du Build Back Better Act, donc une mesure protectionniste. Tu sais, la mentalité de Trump est encore très présente, là, le Buy American First. Tout doit être un véhicule, doit être fait 100% aux États-Unis pour avoir accès à un crédit d'impôt pour pouvoir l'acheter. Et là, ça clash avec ce que je nommais tantôt, l'industrie automobile du sud de l'Ontario,
qui est très importante, mais toute la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques stratégiques aussi du côté du Québec se retrouvait menacée là-dedans. Donc, c'est un gros enjeu parce qu'actuellement, un véhicule va traverser la frontière, le pont Ambassadeur à Windsor et Détroit, peut-être 50 fois, là, une différente composante, une pièce. Tu montes une partie d'équipement du côté canadien, tu le renvoies aux États-Unis, tu renvoies... Et c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est gagnant-gagnant pour les deux pays. Mais là, en étant un véhicule qui serait fait 100% aux États-Unis, on coupe la frontière. Donc, ça peut avoir un impact assez catastrophique sur l'économie canadienne. On s'était rendu là, et cette mentalité-là, Buy American First, était très forte. Ce que j'ai vécu il y a 2 semaines était très différent. Parce que dans les deux cas, on était auprès aussi d'alliés potentiels, des gens qui sont sensibles au Canada et autres. Mais là, j'ai senti des gens qui étaient très allumés sur le potentiel du Québec. D'abord, ils savent qu'on a les minéraux critiques stratégiques. Ils savent qu'on a l'énergie propre puis qu'on en est un exportateur avec l'hydroélectricité, qu'on a des lois environnementales beaucoup plus fortes. Donc, c'était vraiment intéressant de discuter. Puis ça, c'est tant auprès des élus, des représentants du Congrès, sénateurs, leur personnel politique ou des think tanks, des groupes de pression politique qui veulent faire avancer ces enjeux-là que j'ai pu rencontrer. Donc, on se retrouve dans une dynamique dans laquelle on voit tout le potentiel du Québec et ce qu'on peut apporter aux États-Unis. On a un pas d'avance. Et évidemment, quand on nomme, regardez, votre véhicule électrique, bien, si vous ne faites pas affaire, si votre lithium ne vient pas de chez nous, bien, il vient de la Chine. 80% du marché, c'est la Chine. Et là, la géopolitique mondiale fait en sorte que tu n'as pas le choix d'être attentif au discours qu'on a au Québec, au Canada, mais qu'en même temps, c'est avantageux parce que c'est intégré ces chaînes d'approvisionnement-là. Mais cette chaîne d'approvisionnement-là, aussi, c'est important, elle se transforme. On n'est plus dans produire un véhicule au pétrole. On est rendu avec des minéraux critiques stratégiques, avec le lithium, avec toutes les composantes d'une batterie. Il faut la créer, cette chaîne d'approvisionnement-là. Si les États-Unis ferment la frontière et veulent tout rapatrier chez eux, on va avoir de la difficulté. Moi, une bataille que j'ai depuis 2 ans, puis qui a commencé en comité de l'industrie, d'abord de revendiquer qu'il y ait une politique nationale sur les minéraux critiques stratégiques, ce qui s'est fait, mais qui s'est fait aussi dans le contexte de notre étude au comité, auquel j'ai voulu valoriser le rôle de la mine, puis d'amener de la transformation en Abitibi-Témiscamingue. Et tout le rôle, puis évidemment, ça nous concerne ici, là, avec l'usine de Sayona qui s'en vient. Est-ce qu'on peut avoir de la transformation sur place? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, d'avoir le plus possible en amont des choses. Puis c'est la meilleure façon de se protéger contre les Américains qui vont prendre le produit final puis qui veulent avoir la mainmise. Si on garde le contrôle de notre produit, parce que s'ils sont critiques et stratégiques, ces minéraux-là, c'est parce qu'ils sont rares. Et s'ils sont rares, leur valeur est augmentée. Il faut la garder, ça, si on veut qu'il y ait les autobus Lyon, c'est-à-dire puissent avoir accès au lithium aussi, bien, il faut avoir des chaînes d'approvisionnement qui vont avantager les entreprises québécoises. T'sais. Donc ça, c'est tout l'ensemble de la réflexion. Puis moi, je veux qu'on fasse aussi en Abitibi-Témiscamingue une réflexion, ce que j'ai appelé un peu comme une opération séduction envers le ministre François-Philippe Champagne. C'est quelque chose que je lui ai présenté pour voir l'importance de la mine verte. Donc, tendre vers ce modèle de mine la plus innovatrice et la plus éco-responsable possible en Abitibi-Témiscamingue. Parce que bientôt, l'empreinte carbone va être un élément que les banques ou les programmes gouvernementaux vont regarder pour donner des subventions. Il faut prendre ce virage-là. Dès maintenant, on a une excellente réputation en Abitibi-Témiscamingue sur le fait de pouvoir être dans les temps, respecter les coûts et tout. Mais maintenant, si on peut faire ce verdissement-là, on va s'assurer de demeurer des leaders dans l'industrie. Et tu voulais parler à Sayona prochainement, justement. Est-ce que c'est un des sujets qui va être abordé? Bien, tout à fait, parce qu'il va y avoir dans 2 semaines à Toronto le PDAC, donc le grand rassemblement annuel des prospecteurs, donc dans lequel l'Abitibi-Témiscamingue a une vingtaine, une trentaine d'entreprises, sinon plus, dont Sayona, effectivement, qui sont là, pour moi saisir un peu où ils s'en vont, puis en même temps leur faire part des échos que j'ai à l'international, de voir l'intérêt de la Chine, de la Corée, parce que la géopolitique change. Nos partenaires, évidemment, on fait de moins en faire avec la Chine. On a barré avec la Russie, avec les moyens de pression. On a besoin d'autres partenaires. Ces pays-là se retrouvent très dépendants en termes de ressources, là, particulièrement au niveau de la nourriture, de leur chaîne d'approvisionnement, dans les minéraux critiques stratégiques. Comment on peut développer des partenariats? Donc, il se crée une nouvelle dynamique mondiale. L'Australie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, Japon, Corée, là, c'est les pays qui vont
recréer une espèce de dynamique de leadership sur ces enjeux-là. Et je pense que c'est intéressant de se positionner comme région là-dedans. Fait que oui, ça m'intéresse de savoir que fait Sayona. Évidemment, qu'est-ce qui va arriver avec Résolu dans un contexte où eux, comme Résolu, sont à vendre, mais on sait que l'usine d'Amos est fermée. On a vu les articles, on entend les rumeurs, etc. Est-ce qu'on va saisir cette opportunité-là, profiter des infrastructures qui sont en place, de voir Amos comme un carrefour? Puis c'est la grande vision de Sébastien Dastou, d'ailleurs. Nous avons le chemin de fer, nous avons les routes, puis particulièrement vers le nord, on a les ressources d'abord et avant tout. Est-ce qu'on peut mettre ça à profit puis s'assurer qu'il y ait de la transformation sur place? Ben oui, moi, c'est une des préoccupations envers Sayona puis envers l'ensemble du milieu minier. C'est quoi la retombée? Puis je me permets une petite parenthèse sur Sébastien Dastou. Quand j'étais à Washington, j'ai eu des bons échanges avec le directeur du bureau du Québec à Washington. Donc, un peu notre équivalent d'ambassadeur québécois. Et quand j'ai dit ça, que j'étais député de Abitibi-Témiscamingue, il me dit « Ah oui, tu as un maire chez vous qui est particulièrement dynamique puis intéressé, puis intéressant sur la question d'une vision pour sa ville puis des infrastructures à mettre, puis comment qu'on accompagne l'industrie. » Donc, j'ai appelé Sébastien de Washington, puis lui nommer ça. Ça faisait référence à un article dans le New York Times auquel j'avais participé également. Mais les propos qu'avait tenus Sébastien sur le rôle de sa municipalité puis de sa MRC, puis aussi Sébastien est président de la table des préfets, cette vision-là est une vision qui est gagnante puis qui avait le goût d'échanger. Donc, j'étais bien fier d'avoir cet écho-là. Puis, on a eu une invitation. Fait que prochainement, c'est possible qu'on retourne à Washington. Puis que là, que j'irai peut-être avec le maire. Je nomme ça. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Mais un des organismes que j'ai rencontrés organise un sommet sur l'électrification des transports avec comme thématique de la mine aux véhicules. Et le rôle de la mine, il est central. Puis moi, quand j'étais capable de nommer ce que fait l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue avec la restauration des sols, qui vont prendre des roches dans un site qui va être exploité par une mine, puis sont capables de faire vieillir ça rapidement, puis c'est capable de dire, bon, mais dans 50 ans, c'est quoi qui va manquer dans ce sol-là, puis comment on peut intervenir en amont pour trouver des solutions pour l'environnement. C'est génial, tout le traitement des eaux usées, l'innovation qui se fait par nos équipementiers, le travail du CETRI également, tout ça. On a un écosystème de savoir très, très riche. J'ai hâte qu'ils annoncent la zone d'innovation minière, les zones d'innovation minière dans la région. Il faut voir comment on va être capable d'en mettre à profit encore davantage cette expertise-là. Mais moi, l'idée d'un pôle d'excellence en Abitibi-Témiscamingue sur la mine verte et les minéraux critiques stratégiques, je veux contribuer à ça. Puis il y a beaucoup des interventions, mais on a un savoir, puis on a des bons leaders dans la région. Sébastien Dastou en est un. Paul, sur l'environnement, c'est quoi exactement? C'est un sommet, une rencontre entre des gens, c'est des discussions? Bien, pour moi, c'est de réunir ce que je nommais mon opération séduction envers François-Philippe Champagne, bien, c'est de réunir les acteurs de la région. Okay. Pour qu'ils puissent voir que lui, quand à l'international, puis comme je dis, je l'ai entendu au Japon, je l'ai entendu en Corée, je l'entends aux États-Unis, je l'entends à Ottawa, de dire qu'on est le meilleur endroit au monde pour faire des affaires parce qu'ici, nous, c'est là que tout l'aluminium est le plus vert, que les pièces sont les plus vertes, qu'on a les minéraux critiques stratégiques. Venez investir au Canada, c'est payant. Puis ils vendent beaucoup la zone de Bécancour là-dedans, puis l'Ontario. Fait qu'après un moment donné, Bécancour va être plein. Puis moi, je veux qu'on soit en Abitibi-Témiscamingue, qu'on soit positionné pour recevoir ces investissements-là. Tu sais, dans le procédé des minéraux critiques stratégiques du lithium, bien, il y a notamment la cathode qui demande beaucoup d'acide sulfurique. Bien, Colin, c'est un des ressources qu'on produit, des extraits qu'on produit à Rouyn-Noranda. Ce qui est une problématique des plus acides. On a construit une usine pour le récupérer. Bien, si ça a une valeur ajoutée, puis qu'on peut l'utiliser puis faire la transformation sur place, bien, ça va être gagnant pour notre économie régionale. Moi, je veux changer ce paradigme-là dans lequel on prend une ressource, on la donne, on crée quelques jobs, on remercie ça. Non, il faut assurer un développement durable de notre économie. Puis en même temps, moi, je crois aussi beaucoup à l'économie circulaire. Comment tout l'enjeu des métaux, parce qu'on disait que c'était rare, mais comment qu'on se positionne dans cette circularité-là, bien, ça aussi, c'est un enjeu fondamental des décennies à venir. Comment qu'on peut réutiliser, recycler des produits électroniques, puis on est déjà en avance comme région. Donc, c'est tout ce positionnement-là. Comprendre comme industrie qu'on a avantage à se verdir puis à être efficace là-dedans, puis faire comprendre aux ministres que l'endroit dans lequel ça se fait le mieux, bien, c'est chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Puis on peut-tu ajuster nos crédits d'impôt pour ça? On peut-tu être plus généreux envers le milieu? Puis je pense des conversations que j'ai eues avec des
des constructeurs de mines. Il y a beaucoup de compagnies qui sont là-dedans. Là. Comment qu'on peut faire en sorte, ils sont souvent des sous-traitants, notre force, c'est d'être efficace dans nos enveloppes. Ce qui était attendu, on le livre. Sauf que l'innovation, comment qu'elle se fait? S'il y avait un crédit qui allait, des forages rouliers, des blés, des moreaux et autres, là, s'il y avait un crédit d'impôt pour l'innovation, donc ils pourraient prendre davantage de risques, faire des choses de verdissement, puis eux auront un avantage à le faire. Puis en bout de ligne, la mine, ce qu'elle veut, ou la compagnie minière, surtout internationale, veut avoir son enveloppe, comment ça gère dans les temps. Ça fait bien son affaire s'il y a de l'innovation, mais c'est son investissement, elle veut quelque chose de précis. Donc, qui va pouvoir innover? C'est peut-être nos constructeurs. Est-ce qu'on peut les encourager à innover? Comment qu'on encourage ça, l'innovation? Ça fait partie du discours que j'entends, mais là, moi, je veux quelque chose d'adapté pour notre industrie aussi chez nous. Et au fédéral, comme tu disais tantôt, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour investir au Québec. Il y en a, mais les réflexes, quand on regarde des gros investissements, à Cobalt, en Ontario, l'autre bord de la frontière, pas tellement loin d'ici, il y a une usine de Cobalt qui s'en vient, justement. La ville ne porte pas son nom par hasard. Donc, de transformation. Le sud de l'Ontario, le nord de l'Ontario s'est développé à travers ça. Ça, pour moi, c'est un message. Comment ça, ce genre d'usine-là, si elle peut aller là, pourquoi qu'elle ne peut pas venir chez nous? Mais le réflexe canadien, c'est un réflexe de Toronto puis de l'Ouest. Fait qu'attirer des gens chez nous, ça va se faire. Au moins, François-Philippe Champagne, moi, il y a des choses que je lui donne. D'abord, il est très dynamique. Il veut beaucoup, puis il est sensible au Québec. C'est un député aussi dans le coin de Saint-Maurice-Champlain, sa circonscription. Donc, la TUC, Shawinigan et autres, connaît une réalité régionale. Fait que dans l'histoire, on a une fenêtre aussi. Puis cette fenêtre-là, est là peut-être pour 5 à 10 ans. Après ça, les chaînes d'approvisionnement vont se cristalliser énormément. Donc, si on veut s'inscrire dedans, il faut bouger maintenant. Puis on a la chance d'avoir quelqu'un que je qualifie comme un allié. Moi, je veux qu'il saisisse pleinement notre potentiel puis qu'on puisse investir, effectivement. Tu parles de Sayona, là? Non, je parlais de François-Philippe Champagne, mais Sayona en est un allié. Parce qu'un des défis, on n'a pas de mine active en ce moment de lithium, mais Sayona s'en vient dans la prochaine année. Donc oui, c'est un allié immense. Puis si Sayona a du succès, il va en avoir d'autres qui vont être amenés, parce que le gouvernement fédéral a mis dans le dernier budget beaucoup de crédits sur l'exploration minière. Donc, il se fait de plus en plus d'exploration minière. Puis conséquence des dérèglements climatiques, on peut aller plus dans le nord qu'on pouvait avant. Donc, il va se trouver, puis les technologies évoluent, puis les métaux qu'on recherche, c'est plus juste de l'or ou des métaux précieux. On va être aussi dans des minéraux critiques stratégiques. Donc, la recherche va être très différente de ce qui se faisait dans l'exploration. Mais c'est important que ça laisse le moins de traces à l'environnement possible, qu'on puisse innover là-dedans dans la technologie, mais qu'on trouve ce gisement-là, ce potentiellement, puis qu'on développe ces mines-là, en harmonie le plus possible, évidemment, pour ne pas faire de compromis sur la nature. Et sur ces belles paroles, on va terminer là. On avait un autre sujet, mais on pourra en parler une autre fois. Donc, je vais te souhaiter une belle journée. Merci, Lydia.